C'est un sort. Un sort puissant, un envoûtement, une capture d'attention, un détournement de rêve. Au commencement du commencement, on vivait bêtes sauvages parmi les bêtes sauvages, indissociés du monde qui nous entourait. On était le monde. Et puis le Verbe est né. Le Verbe qui nomme le monde et le fait exister à la conscience. Le Verbe qui le définit, le structure, le hiérarchise, le limite, nous en sépare, qu'on puisse le voir, l'étudier, le raisonner, cesser d'en avoir peur et lui donner du sens. Le Verbe qui permet à l'élite qui sait le maîtriser d'imposer ses croyances comme seule réalité, une réalité imaginaire. C'est un sort puissant, envoûté par avoir, on oublie qu'on peut être, on se croit séparé. Mais y a son ombre à s'échapper, y a son ombre à continuer, coûte que coûte à se désenvoûter. Y elles inventent, se plantent, réessaient, recommencent, retentent, réessaient, ne lâchent rien, continuent leur chemin, alimentent le rêve et font qu'il ne meurt pas. Quand j'ai vu ce film muet des années 30 où Peter Pan plantait le drapeau américain sur l'île imaginaire, j'ai réalisé que jamais, au grand jamais, je n'avais songé à protéger mon imaginaire. De la Bible à la mythologie, de la Renaissance à la République, tous les poèmes, les romans, les contes, les chansons, les films, les téléfilms, les émissions, les pubs, les séries, les BD, tout nous raconte comment regarder le monde et qui sont les héros. Qui peut dire qui a conscientisé tous les mécanismes de domination intégrés dès l'enfance avec toutes ces histoires? Qui? Je cherchais des lieux safe, des lieux où au moins tout le monde serait vigilant à ne plus être ni dominé ni dominante. Mais le sort est puissant. On écrit sur les murs, on brandit des chartes, on le dit, on le redit, on le répète. Mais la parole n'a plus rien de sacré. Il ne suffit pas de le dire pour que cela devienne vrai. Et pris dans l'illusion parce qu'on l'a déclaré, ici, no pasaran. On se croit déconstruit et pouf, on reproduit sans même s'en rendre compte. Dominante et dominée. Tu peux concevoir qu'il y a des choses que tu ne conçois pas. Et comment tu peux avoir un avis sur quelque chose que tu ne conçois pas? Est-ce que tu crois que si tu te tais pour écouter, tu vas disparaître? Non, les mots n'ont plus de valeur. Les clowns le savent bien, il y a comprendre et il y a corprendre. Je pense que tout ça a commencé il y a une quinzaine d'années par la musique punk et les concerts avec des lieux comme notamment le Wagon, qui mine de rien fait se rencontrer des personnes qui venaient d'endroits différents en Bretagne. Ça a fait venir des personnes d'ailleurs aussi qui sont installées dans la région et qui ont créé de nouveaux lieux de vie et d'activité avec une volonté commune de politiser la scène punk en Bretagne. Je pense notamment à des lieux comme Quintin, Beauvais ou Pencalet, ou d'autres lieux aujourd'hui. Et du coup, on a commencé à s'organiser ensemble et à organiser des choses ensemble, comme les festivals On n'est pas là pour enfiler des perles, ou plus récemment, festival contre tous les enfermements. Je pense aussi qu'en plus du côté bande de potes, on a aussi des affinités politiques. On se retrouve sur les mêmes luttes, comme récemment le soutien à la ZAD. Collectif contre les mines. Ouais,
la lutte contre la centrale à gaz à Landivisiau ou des choses comme ça qui permettent de renforcer les liens. Mais aussi ça a permis surtout de sortir de la scène punk et de s'ouvrir et de rencontrer des gens d'autres milieux. Je pense notamment peut-être au milieu bretonnant, entre autres, mais aussi certainement des gens d'autres milieux, peut-être des gens plus de milieux vraiment politiques. Du coup, il y a des nouvelles organisations qui se créent, une nouvelle organisation qui se crée, et aussi des nouvelles initiatives comme les rencontres des petites formes collectives qui consistent en fait à faire se rencontrer des collectifs assez différents. Ça va du maraîchage à des collectifs de vie, et ça a amené à la création d'un fanzine, le Pigeon Voyageur, qui permet de se tenir au courant de ce qui se passe un peu dans les autres lieux et dans les autres collectifs. Ouais, ça fonctionne un peu comme un répertoire des lieux en Bretagne. C'est un outil hyper important. Qu'est-ce qu'on peut espérer que ça permette de faire, ce réseau, et qu'est-ce que ça a permis de faire? Ça a permis par le passé et un peu aujourd'hui une gestion, une mise en commun, par exemple du matériel de sonorisation pour les concerts, du matériel pour faire des cantines, que ce soit dans les concerts ou sur les luttes locales. Ça a permis aussi d'établir un réseau encore plus élargi pour soutenir les luttes. Comme on l'a dit avant, ça permet aussi d'élargir le réseau pour, en cas de problème, de pépins avec des gens, faire que la solidarité financière ou autre se fasse encore plus rapidement. Et pour le punk, ça nous a permis de faire tourner de plus en plus de groupes en fait, parce qu'il y a une multiplication des lieux, et du coup ça fait plus d'endroits où jouer. Et ça fait plus d'endroits aussi pour des collectifs en lutte, pour passer en Bretagne, expliquer leur lutte, des présentations de bouquins et autres. Et aujourd'hui, ce qu'on en attend, ce que j'en attends, serait plus d'élargir encore plus ce réseau, de détruire cette barrière aussi entre personnes politisées et non politisées, ouvrir nos milieux, parce que déjà j'aime pas ce terme-là, mais on réussira pas tout seul à faire ça. Créer des liens affectifs et d'amitié encore plus poussés en fait que la seule amitié par la politique ou par le punk. Agrandir aussi la solidarité face à la répression, surtout par les temps qui courent. Malheureusement, c'est encore pire maintenant. Du coup, je pense qu'on va avoir besoin de resserrer les liens. Et finalement aussi, j'aimerais bien que tout ce réseau qu'on a créé toutes ces années, il soit amené à se voir un peu plus souvent en fait, que 6 mois, tous les 6 mois par les petites formes collectives, quoi. Qu'il y ait plus d'initiatives prises en commun en fait, avec tous les lieux. J'ai commencé ma carrière féministe
au début des années 2000, dans ce mouvement de féminisme radical, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui je pense a réémergé à la fin des années 90. Et c'était vraiment dur à l'époque de dire je suis féministe, c'était pas du tout gagné, c'était vraiment un gros mot, c'était vraiment super difficile de porter ces choses-là, on avait vraiment l'impression de bousculer des tonnes de trucs. Et il fallait être sacrément forte pour le faire, heureusement qu'on était plusieurs et on se renforçait beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je vois qu'il y a des choses qui ont changé. Je pense qu'il y a des choses qui se sont améliorées dans la scène anard, libertaire, alterno, le milieu, je ne sais pas comment le dire. Je pense qu'il y a des choses qui sont plus faciles aujourd'hui. Mais je trouve que c'est pas du tout acquis et je pense qu'il faut toujours qu'on continue de tenir la place en fait, parce que j'ai l'impression que dès qu'on fait des petites pauses ou qu'on se repose un peu sur nos lauriers, on réentend des histoires de copines qui essayent de monter des trucs non mixtes et qui s'en prennent plein la gueule. Enfin, ça continue d'être un truc super subversif, je pense, de faire des choses, de s'organiser entre meufs, entre gouines, dans les milieux transpé des gouines aussi. Enfin, ça reste quelque chose d'une lutte qui a tout son sens aujourd'hui, même si je pense qu'il y a des nouvelles questions qui apparaissent et qu'il faut vraiment qu'on se pose sur les enjeux de nos luttes et pour qui on lutte et vers quoi on va. Et c'est des questions de fond qu'il faut vraiment qu'on se pose et que moi je me pose à plein de moments et qui ne sont pas évidentes. Et je pense qu'il y a eu un moment aussi où cette relative bulle de confort, et je mets relative parce que je trouve que c'est toujours à garder, à bien garder quoi, mais ça m'a plus suffi non plus, et qu'on était plusieurs avec des copines à se dire qu'on avait envie que ça touche d'autres personnes, d'autres meufs, aussi les plus jeunes, et que c'est vrai qu'on est allé vers d'autres styles d'action qui portait peut-être plus, on est allé dans des lycées pour faire des ateliers avec les lycéennes, dans des lycées pro, sur la confiance en soi, sur l'émancipation, sur comment on se sent forte et tout. Plein d'entre nous, on est allé faire des choses qui touchaient peut-être plus largement que dans ce petit milieu. Et c'était quelque chose de super, et ça reste quelque chose de super important. Et c'est vrai que moi par exemple, je suis aussi allée, maintenant je bosse dans un truc un peu plus institutionnel, de féminisme un peu plus institutionnel. Et c'est sûr que même si ça me pose à plein de moments, plein de questions, un peu des questions existentielles, de est-ce que je suis en train de me perdre politiquement, d'aller faire des trucs dans ces institutions-là, ça fait sens aussi pour toucher plein de nanas qui continuent de galérer à fond. Il y a encore plein de violences, il y a encore plein de merde, que ce soit sur la sexualité, dans la vie affective, mais aussi dans la sphère publique, dans le travail, dans le militantisme. Et je pense qu'on a encore plein de choses qui sont nécessaires à faire. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que donc ça pour moi c'est hyper important de sortir de ce petit milieu. Et en même temps, moi, ce milieu-là, il reste super fondamental pour moi, comme une bulle d'oxygène à plein de moments. Et c'est hyper important pour moi d'y retourner, que Dali Dark, ça continue d'exister, qu'on fasse des concerts punk, qu'on fasse des rencontres autogérées, où je peux aussi peut-être plus être moi-même et plus exister comme la féministe punk que j'ai toujours rêvé d'être. Alors que dans les trucs plus institutionnels, je vais peut-être un peu plus lisser mon discours, être dans des stratégies. Et que pour moi, c'est hyper important d'avoir ces espaces-là, donc c'est vraiment important de continuer. Considère un peu comme l'extérieur, le monde réel entre guillemets, peut être anxiogène et oppressant pour plein de raisons différentes.
Et en arrivant au Lentillard, on se sent d'abord apaisé par le cadre, le calme et le fait que ça soit un petit bout de nature en pleine ville. Et le monde ici, il semble plus vivant que dehors, et parce que le dehors, c'est plutôt plus une machine morte à exploiter qu'un monde vivant. Et puis aussi les personnes qu'on croise ici, qu'elles y habitent ou qu'elles y jardinent, c'est plutôt des gens tolérants qui portent une attention particulière aux différentes réalités de chacun et de chacune. En fait, ici, il existe beaucoup de solidarité et de l'entraide. Et on n'y retrouve pas du tout les codes du monde actuel, ce qui fait qu'on ne ressent pas le besoin d'y correspondre. En fait, c'est dehors, enfin dans le monde réel, toujours entre guillemets, on peut se sentir anormal par rapport aux normes qui existent, qui sont dites comme être, qui se disent être des normes. Et donc on peut se sentir différent, décalé, anormal, alors que ici, comme dans une sorte un peu de cocon, on peut être complètement soi-même sans forcément ressentir de gêne et sans forcément sentir qu'on est jugé par d'autres. On ne subit pas de pression, qu'elle soit familiale ou sociale, parce que personne ici va te dire que tu es en train de rater ta vie parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu n'as pas de travail, parce que tu n'as pas de crédit, parce que tu n'as pas de télé, ou que personne va te juger parce que ton pantalon il est un peu sale, parce qu'il a un peu de terre, parce que tu as fait du jardin, ou parce que tu t'es teint les cheveux en bleu. Et aussi le fait que on s'organise avec une certaine économie collective qui est plutôt informelle. Ça permet d'évacuer les questions financières qui peuvent être anxiogènes. On se partage les légumes, le pain, les habits, le matériel. On fait des bouffes ou des concerts à prix libre pour pouvoir trouver de l'argent pour différents projets collectifs. Et ça permet d'avoir aussi un autre rapport à l'argent et au travail. Et on s'organise collectivement à plein, c'est sûr qu'on se sent plus forte et plus du tout comme des individus isolés, comme ça peut être le cas à l'extérieur. On crée de la vie en fait, on fait des festivités dans la ville, on s'ouvre vers l'extérieur et du coup ce qu'on partage ici, on essaye de le partager aussi plus largement avec d'autres personnes. Et il y a autant de possibilités de construire des choses ensemble, que ce soit des projets, des cabanes, d'écrire des textes ou d'autres choses, que de s'organiser dans le quotidien pour vivre des moments chouettes, se détendre, faire des petits jeux, cuisiner ou rien que partager des repas ensemble. C'est toujours des moments un peu, je sais pas, qui apportent de la joie dans le quotidien. Et c'est sûr qu'il y a des limites. Par exemple, en tant que meuf, ici, malgré tout, dans ce cocon, on peut quand même vivre de l'oppression, par exemple des situations de sexisme ordinaire, mais que c'est possible de se retrouver en non-mixité, et du coup ça fait comme un double cocon, un espèce de cocon dans le cocon, et du coup qui te permet de choper encore un peu plus la patate et de se renforcer ensemble. Il y a 1000 manières de prendre de la force du ou des différents collectifs ici. Et ça permet d'affronter plus sereinement l'extérieur pour y faire des choses. Parce qu'on réalise qu'en fait, on n'est pas bizarre en réalité et qu'on n'est pas seul. Et on est plein, on a de l'énergie à revendre parce qu'on est persuadé que ce qu'on construit, ce qu'on vit ensemble, c'est beau. Et ça file la puissance pour affronter plein de choses. Des mots pour faire le tri, pour les mots faut des oreilles. Y'a des silences de plomb comme des balles dans le thorax. Il faut du temps pour digérer, pour penser à faire de beaux rêves. Y'a des moments éviscérés qui font des trous sous la norac. Y'a des virgules au bord du gouffre, des plongeoires au bout des nerfs. Une corde enroulée dans le coffre, des rêves parqués dans le container. Y'a des hauts, y'a des bas, un être humain c'est fragile.
Docteur, c'est comme flic ou pudasse, ça a le droit d'être violent. Une boîte crânienne c'est un monde et parfois ce monde là nous dépasse. Y'a la prison et l'hosto, l'État s'accorde les violons. Si tu gênes trop il t'efface. Derrière chaque chute, y'a la machine, ses experts et ses petites mains. Et y'a ces vies qui me traversent, y'a ces gueules. Leurs histoires c'est la mienne, elles font partie de moi. Avec nos failles, nos lacunes, nos carences. Avec nos fights, nos rancunes, nos caresses. Avec nos manques, nos courages, nos paresses. On se tient, on caboche, cabossé, on se escatine la carlingue. Comme on peut, On se parle, comme on peut, on s'épaule, comme on peut, on s'équipe. comme on veut. Du coup, pour resituer un peu le contexte de notre action, on s'inscrit pas dans n'importe quoi ni nulle part, on sort un peu des luttes et des remises en question du système psychiatrique qui se sont faits en Italie dans les années 70. C'est ce qu'on appelle le mouvement antipsychiatrique. On assiste vraiment à une volonté d'en finir avec l'asile et de remettre en question la folie et de la ramener beaucoup plus à la question sociale et de la sortir de la question individuelle. Il faut changer l'institution à cette époque-là selon les principes de la psychanalyse qui est très présente et du marxisme. À la suite, c'est là qu'on assiste à la création de ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire la psychiatrie de secteur avec le gros hôpital, avec les cellules de crise et en ville, les CMP, les hôpitaux de jour, tout ce qui est ouvert. Et la psychothérapie institutionnelle qui est une manière de pratiquer qui essaye de penser les rapports d'horizontalité entre les gens. Alors la principale critique qu'on fait à ce mouvement antipsychiatrique, c'est que il a été porté essentiellement par les gens de l'institution, les psychiatres, les soignants, et que dans nos réflexions, on essaye de dépasser l'institution en tout cas, et de réfléchir vraiment à l'échelle de nos collectifs. Du coup, l'antipsychiatrie est un mot qui nous plaît pas tant que ça. Du coup, dans ce bain politique, on s'est rencontrés à 3 personnes au départ, en 2012. Autour d'une envie d'écriture. On voulait écrire sur la question de la folie, sur la question de la psychiatrie, sur les médocs, sur le rapport à la souffrance psy dans nos milieux et sur la question de soutenir collectivement, comment on s'y prend. On a écrit sur plusieurs mois et ensuite on s'est dit qu'on allait aller en parler et rencontrer les gens autour de cet outil. Du coup, dans ces rencontres, dans plusieurs lieux en France, on s'est aperçu de manière répétée qu'il y avait des vécus d'impasse dans les collectifs. Le camarade qui pète les plombs et qu'on accompagne à l'HP avec un vécu complètement démuni et un vécu d'échec assez amer. Et du coup, comment on fait face à la violence qu'on rencontre dans nos luttes au quotidien? Quelle place y aurait pour exprimer la peur, la sensibilité, les pétages de plomb et le trop-plein de pression qu'il y a dans toutes les actions qu'on mène? Comment on gère ça? Comment, malgré nous, on recrée à longueur de temps sans le vouloir des rapports de domination et d'oppression? Par exemple, combien de potes se cachent pour prendre leur médoc en collectif? Comment ils vivent ce tabou-là? Comment, malgré nous, on perpétue cette culture du validisme et ce qu'on appelle entre nous le bon militant moyen au top de l'action, toujours prêt, toujours fort? Et aussi ce biais qui est qu'on ramène souvent la question de la souffrance psychique au domaine privé. C'est ton problème, tu vas le gérer, c'est ta petite angoisse. En fait, comment on peut ramener cette question qui est pour nous éminemment publique et politique, c'est-à-dire comment on pense vraiment le fait de se réapproprier notre souffrance psychique, comment on pense collectivement la gestion de ces questions, comment par exemple on peut penser en amont la question des crises psy, quels sont nos besoins, nos limites avec les autres, quelles sont nos aliénations respectives, pour penser collectivement une vraie réappropriation du psychisme et une réappropriation de ces espaces. Du coup, se réapproprier ces questions, c'est surtout ne pas jouer le jeu de la psychiatrie et du pouvoir médical, qui eux médicalisent et scientifisent complètement la folie et qui déresponsabilisent tout le monde, que ce soit les proches, les familles et toute la société. On vous les donne, vous les parquez dans les grands hôpitaux et on s'en occupe. Ça leur laisse un pouvoir qui est énorme de gérer nos corps, de gérer nos esprits et de définir ce qu'est la norme, comment on doit penser ce monde et se comporter. Pour citer des gens avec qui on a fait pas mal de choses et qui pour nous ont une place importante, c'est le collectif Sans Remède. Ils ont écrit pas mal de journaux qui sont alimentés par des vécus et des points de vue sur le système psychiatrique et l'emprise médicale.
Les textes rassemblés proviennent souvent de confrontations au pouvoir psy, qui s'exercent par l'enfermement et la contrainte, dans et hors les murs. Mais hors les murs, en ville, il faut rendre compte de son petit programme de soins et aller pointer au CMP tous les mois. Et du coup, ce collectif s'attache vraiment à formuler une critique radicale du système psychiatrique et ils font notamment des ponts entre l'enfermement carcéral et l'enfermement asilaire. Et c'est pour nous, ces écrits, c'est souvent, on a partagé avec eux le fait que c'est un moyen d'exprimer une haine contre l'univers psychiatrique et commencer à imaginer quelque chose d'autre. Moi ce monde il met à l'envers quand la fatigue prend le dessus dans ma tête. Pour le cafard c'est open bar et ce bâtard c'est détourner la colère au bout de quelques verres. Jette la raison à la mer. Je me raconte pas que je suis à l'abri, je crois qu'on peut tous se cracher. Ouais j'ai potos merci d'être là. V'là la force que vous me filez sur le trajet. Dehors c'est police partout, partout l'HP. Ils ont même plus besoin des murs pour nous enfermer. Les diagnostics contaminent le vocabulaire. Pareil qu'on dit plus bizarre, on dit bipolaire. L'épidémie psychiatrique passe son plein. Le pharmacien fait son blé, le policier va pas s'en plaindre. En vrai, je suis démuni devant un pote que son délire emmène trop loin. Face à matraque et tranxène, je veux bien apprendre à prendre soin. Panique à bord quand y a ta vrille qui remet le couvert. J'ai trop souvent baissé les stores de peur de vivre avec ta dérive. Cette barre au bide qu'on faut te parler à cœur ouvert. T'as vu? Sous le soleil y'a rien qui brille. Je commence sérieusement à perdre espoir. J'ai l'impression qu'on sait pas fonctionner sans se bouffer les uns les autres, qu'on n'est pas foutu de vivre ensemble. Je me dis que je vais devoir me barrer pour pas finir aigri à vie. T'es ouf, c'est pas le moment de partir, c'est justement le moment où il faut rester. On touche au cœur de la vie en collectif là, faut qu'on s'accroche, qu'on creuse, même si ça fait mal, sinon c'est l'échec. Ouais, d'accord, mais quand même, on peut pas se conforter éternellement dans un collectif pseudo-révolutionnaire qui reproduit les mécanismes d'oppression du système contre lequel il prétend lutter. Mais alors quoi, on abandonne? Franchement, pour moi, ça revient à prononcer la victoire de ce système. Après un formidable crochet hétéropatriarcal, un coup de tête universaliste fit vaciller le communisme libertaire qui s'effondra après une vicieuse balayette de classe. Victoire par chaos. Non mais plus sérieusement, il y a d'autres possibilités que l'explosion totale. C'est un peu comme si on était sur un bateau qui coule et qu'on devait trouver ensemble un moyen de survivre. Ouais, moi j'aurais plutôt dit un gros train lancé à pleine vitesse et qui va dérailler. Ouais, pas mal, ouais. En plus... on a toutes débarqué dans le collectif comme dans un train en marche où il a fallu s'adapter super vite pour continuer à faire rouler la machine malgré tous les problèmes mécaniques. Il y a certaines qui trouvent un équilibre et d'autres non. Ouais, et d'ailleurs bizarrement j'ai l'impression que c'est celles qui souffrent le moins des oppressions qui arrivent à se satisfaire de la marche bancale du train, non ? Ouais. En tout cas, même si on essaie des réparations, on se rend bien compte que les ajustements structurels ça suffit pas, surtout quand on voit les fossés qui se creusent. Entre celles qui remettent du charbon en chantant, celles qui se bouffent toute la fumée dans la gueule et celles qui décrochent un wagon, alors quoi ? Freiner la machine, la stopper, la faire dérailler ou alors changer de véhicule ? Ouais, il y a les explosifs aussi. Hein. En tout cas, moi ça me fait halluciner le décalage qu'il peut y avoir entre les gens du collectif. Comment c'est possible de vivre dans une même réalité et que d'un côté il y a « Ah bah moi ça va, super, j'adore, youpi » et de l'autre « Bah non, ça va pas du tout, j'en peux plus ». Là justement, c'est peut-être qu'on vit pas toute la même réalité. Ouais. Après, je sais pas, si on veut que ça bouge, il faut du concret, quoi. C'est bien beau, les belles paroles, mais s'il y a rien qui change, ça sert à rien. Des fois, on veut se taire, franchement. Bah, on fait ce qu'on peut en même temps, hein. Ce genre de déconstruction, ça se fait pas en claquant des doigts. D'accord, mais il y a un minimum, quand même. Je vois bien que ça part de plein de bonne volonté, mais il faut du concret. Comme quoi ? Ah, je sais pas, comme la mise en place d'outils d'organisation et de communication pour pas qu'on retombe dans la spontanéité des oppressions. Pouvoir visibiliser un minimum les déconstructions et les avancées de chacune. Je sais pas, à travers des choix un peu plus radicaux, des changements, des ruptures, enfin, que ça bouge, quoi. Ouais, puis aussi il faut faire un approfondissement théorique commun.
Si on veut se comprendre et faire culture, ou contre-culture d'ailleurs, ça passe forcément par là. Ouais, c'est clair. Et du coup, tout ça, ça demande à ce que chacune se positionne, notamment en disant quelles sont nos attentes, nos exigences par rapport à des objectifs politiques, comme l'antipatriarcat. Et le truc qui s'est passé ici, c'est que des attentes ont été formulées, des engagements ont été pris, mais n'ont pas été tenus. Alors forcément, ça frustre, ça déçoit, ça épuise. Mais grave. Après, pour moi, c'est plus compliqué que juste des attentes ou des exigences personnelles. C'est pas juste une histoire de croiser les subjectivités. Il y a des différences d'histoire de vie, de construction personnelle à travers les rapports de domination. Et du coup, ça induit des différences de sensibilité, de radicalité, de limites. En fait, ça détermine vachement comment tu vas incarner un objectif politique. C'est un peu la lutte des classes au sein du collectif, quoi. Tu peux te marrer, mais il y a quand même un peu de ça, ouais. La question, c'est un peu quelles sont les limites à composer avec des différences de classe sociale. Pour moi, les personnes qui incarnent des classes sociales privilégiées, genre Bac+5, mec blanc, hétéro, petite bourgeoisie, etc., ils doivent rompre un peu avec leurs privilèges et trahir leur classe. Moi, j'ai un peu peur que ce genre de lecture ne divise plutôt qu'elle ne rassemble. Je pense qu'il y a aussi besoin de créer un nous solidaire qui donne de la force, qui soude, qui nous fait construire une identité collective, qui nous fasse nous reconnaître en tant que groupe. Ouais, enfin, un nous qui homogénéise les différences, qui reproduit les inégalités, lisse, appauvrit, totalise. Très peu pour moi. Et puis j'en ai rien à carrer de construire une illusion de puissance, de certitude, de pérennité. Ouais, c'est clair, à un moment, faut arrêter avec les fantasmes et assumer un peu les doutes, les difficultés. Enfin, faut être vrai, quoi. Oh, ça fait pas rêver. Hein. Enfin, en même temps, les bisounours, ça fait pas rêver non plus. Moi, je continue de croire que c'est possible de vivre ensemble et de résoudre les conflits relationnels. Il faut arriver à dépasser les égos, créer une sorte de confiance, rentrer en empathie. Il y a des méthodes pour ça, faudrait s'en saisir aussi. Genre, dans la communication non violente, je pense qu'il y a aussi des trucs à prendre. D'accord, mais là il y a un glissement qui arrive vite et d'ailleurs c'est déjà le cas. C'est quand l'affectif prend le pas sur le politique. C'est ultra facile d'arriver à un détournement des mécanismes oppressifs au profit de conflits relationnels. Quand on parle d'intimo politique, c'est justement pas pour faire des querelles de copinage avec tout ce que ça comporte de jugement, de jalousie, de commérage. Mais grave, le délire de clan, moi ça me fatigue. C'est bien d'être pote, mais je suis d'accord avec toi, faut arriver à avoir un minimum de lecture politique des relations si on veut travailler à déconstruire les rapports d'oppression. Ouais, c'est pas faux. Après, j'ai l'impression que le fait d'être un collectif rural de vie et d'activité ne facilite pas. Là, on est isolé, c'est pas comme en ville où c'est facile d'aller voir d'autres gens pour souffler un peu. On est en mode huis clos. Du coup, il y a forcément des attentes qui se cristallisent sur le collectif. Ouais, puis il y a le nombre qui joue vachement aussi. Pour que ça se passe bien dans ce genre de contexte, il faudrait soigner chaque relation, ne rien bâcler et ne rien laisser passer parce qu'il n'y a pas vraiment de fuite possible. Et puis plus il y a de gens, plus c'est compliqué et du coup des groupes se forment, etc. etc. Ouais, faut pas non plus exagérer, on n'est pas reclus et coupé du monde. Il y a aussi d'autres possibles imaginables que la communauté qui s'autophagocyte. Il y a aussi moyen d'acter des ruptures, de former plusieurs groupes. Et d'étendre l'empire communiste à tout le territoire jusqu'à la commune libre. C'est clair que pour nous, ça peut être une nécessaire prise de recul comme stratégie de lutte contre les oppressions au sein de nos collectifs. Ouais, on peut aussi voir ça comme une fuite ou un moyen de noyer le poisson en reportant les problèmes ailleurs ou à une autre échelle. Ouais, si on tente pas des trucs, on tourne en rond. Moi, ça me brasse à fond toutes ces remises en question, mais ça me fout grave la patate. Faut bien faire des tentatives, hein, sinon quoi. Passons à l'action, on verra bien. Alors, on est dans un lieu acheté collectivement il y a une quinzaine d'années pour en faire un espace d'activité et d'organisation politique. Le choix avait été fait au départ que ce lieu ne soit pas un lieu d'habitation pour éviter une certaine appropriation du lieu. Mais les années passant, le collectif s'est pas mal réduit, les personnes sont essoufflées au fur et à mesure. Et suite à une expulsion de squat, des gens nous ont proposé de venir y habiter pour donner une nouvelle énergie et essayer de faire revivre ce lieu d'organisation politique.
Du coup, on y est arrivé il y a 2 ans à 3-4 personnes avec la volonté de se positionner dans la continuité politique du départ, c'est-à-dire dans une dynamique de déconstruction des rapports de domination. Mais il nous a paru important de les reposer radicalement, notamment concernant l'homophobie et le végétarisme, véganisme. Notamment parce que le fait de devenir un lieu d'habitation, ça implique plus les mêmes conséquences sur le quotidien, sur notre quotidien et le vivre ensemble. On prend un, on fait un côté de la lettre, l'autre elle fait l'autre fait l'autre, on la tient comme ça. Cette radicalité posée dès le départ, ça n'a pas plu à tout le monde. Des gens qui fréquentaient le lieu sont de moins en moins passés, voire plus du tout. Et au final, je pense que ça nous a certainement pas mal isolés. Mais je pense que c'est des choses qui nous paraissent tellement importantes qu'on n'a pas envie de lâcher l'affaire ou de faire des concessions sur ces sujets-là, et quitte à avoir moins de monde à venir aux activités. C'est vrai qu'au niveau de nos vécus, on avait plutôt été dans des lieux éphémères, comme des squats, ce genre de choses. Et ici, on a voulu faire les choses bien et de manière durable. Et vu qu'on avait le temps aussi, ça nous a amené à la possibilité de se questionner tout le temps par rapport à nos rapports entre nous et à tout un tas de choses. Contrairement au squat où on avait été avant, où tout était fait dans l'urgence. Donc là, on a vraiment changé de rapport. Et comme il y avait une quantité, il y a toujours une quantité énorme de travaux manuels nécessaires pour que le lieu soit vivable, il y a des questions qui se sont posées par rapport à la gestion des rapports humains et des rapports de domination qui découlent de ces travaux. C'est vrai qu'on avait l'impression aussi que le travail manuel parfois est vachement mis en valeur dans notre milieu, peut-être plus que d'autres choses. Et ça crée des inégalités de connaissances, de compétences et d'envie. Et parfois, il y a aussi une culpabilité qui naît de ça. On se demande est-ce qu'on est utile au collectif quand on n'a pas trop envie de bricoler ou que c'est pas notre truc. Et en même temps, on n'a pas du tout envie de mesurer l'utilité des gens, donc ça devient vite contraignant. Donc la question se pose de comment ne pas basculer dans l'utilitarisme. Parfois, y a un essoufflement et puis on en arrive à oublier pourquoi on est là. C'est-à-dire déconstruire un maximum de choses et puis faire des activités dans la ligne politique du départ. On avait envie de parler un peu de nos expériences de vie collective dans des lieux occupés récentes, on va dire. Mais il y a eu des moments où on a décidé à plusieurs groupes, plutôt groupes affinitaires, d'occuper des grands espaces au sein de la ville. Et c'était un peu une envie de se rassembler, de vivre ensemble au sein d'un même espace et de pouvoir partager nos savoirs et de pouvoir rassembler les luttes dans un lieu qu'on puisse garder un moment, mais tout dans une revendication d'occupation de lieu sans payer de loyer et pouvoir s'organiser ensemble. Les questions de vie quotidienne, de logement, de bouffe, ces choses-là sont gérées de façon collective et du coup, en fait, assumées beaucoup plus facilement. Plus simple à gérer, quoi. Plus simple et financièrement, ça permet autre chose. Ça permet de libérer
au moins l'esprit là-dessus, j'imagine, et se rendre plus disponible politiquement, peut-être. Donc ouais, l'idée d'habiter vraiment tous ensemble et en même temps de faire des activités ouvertes sur l'extérieur dans un même espace, c'était voilà, être tous ensemble au quotidien pour avoir cette force-là, se voir tous les jours, se voir en permanence, pouvoir s'organiser rapidement, pouvoir proposer énormément de choses et pouvoir être visible aussi de l'extérieur, avoir un espace où on est implanté, où les personnes à l'extérieur qui voudraient nous rejoindre savent qu'il se passe des choses et savent où trouver des informations, des collectifs à rejoindre, venir à des concerts, vraiment être implanté de cette façon-là. Et ouais, le fait d'y vivre tous ensemble, c'est beaucoup plus simple dans une question d'organisation et de gestion de son temps. Ça donne un peu un point visible de rassemblement, quoi. De rassembler des forces et d'avoir de la place pour accueillir du monde, beaucoup de monde. Après, moi d'un point de vue perso, j'ai pas mal ressenti les limites de ça aussi, dans un sens où, pour l'expérience qu'on a eue, en tout cas récente, c'était très intense et c'était un lieu qui était énorme, duquel on n'avait même pas besoin de sortir en fait pour faire ce qu'on avait à faire, parce que on avait tout sur place au final, et au final du coup ça faisait qu'on s'enfermait pas mal. Enfin, le fait de vouloir occuper cet espace et de vouloir le rendre ouvert aux personnes, ça fait qu'on y était présent tout le temps et que nous-mêmes après sur l'extérieur on avait du mal à aller de notre côté rejoindre d'autres gens et à s'impliquer dans d'autres espaces ou dans d'autres collectifs de lutte ou dans d'autres... moi ça m'a pris énormément d'énergie que de vivre ça au quotidien avec 15-20 personnes, parfois 30, et de devoir faire avec les histoires interpersonnelles aussi des unes, des uns, des autres, qui prennent au final énormément de place et qui sont exacerbées dans un espace où on est tous tout le temps ensemble. Et à ce niveau-là, je trouve que ça a ses limites, dans le sens où ça devient très vite épuisant et fatigant, mais je pense que ça dépend de plein de situations et de plein de façons dont sont gérés les lieux, de la taille, de l'organisation du temps. Ouais. Il y a un truc où en fait tu vois plus tout à fait les frontières entre groupes affinitaires, groupes politiques, amitié et camaraderie, ouais. Tout ça se mélange un peu et du coup ça fait un mix un peu étrange malgré tout, quand en fait tu te retrouves à un milieu politique, à être aussi une colloque géante, ce genre de choses. Ça mêle un peu des sphères qui demanderaient parfois à être un peu séparées, moi je trouve. Ouais, de se poser des choses claires à ce niveau-là. C'est pas évident que chacun trouve sa place là-dedans et que chacun arrive à se situer dans le groupe, dans le collectif, dans le lieu, parce que les personnalités des unes, des uns, des autres sont différentes et que voilà, comment assez facilement il y a des gens qui prennent vite beaucoup plus de place, qui ont parfois du mal à la laisser ou qui ont parfois du mal à se remettre en question. Enfin après c'est plein de petites choses comme ça qui font que ça demande beaucoup d'énergie, au final, ce qui laisse plus forcément le temps pour le reste. Je pense que dans des petits espaces, c'est plus facile que dans vraiment des gros espaces où il y a beaucoup de monde et beaucoup d'activités et de gens qui passent en permanence. Et ça a un côté super parce que tu te dis, c'est génial, ce week-end, il y a encore 10 personnes qui sont venues, tu t'improvises des bouffes, tu rencontres plein de monde que tu n'aurais pas croisé autrement, en fait, mais... Ouais, je pense sur certains points, envie de s'investir avec d'autres gens avec qui on partage pas forcément d'autres choses, mais là je pense à la lutte sur les demandeurs d'asile par exemple, ça rassemble plein de gens qui sont dans d'autres collectifs et bon, ça demande beaucoup d'énergie aussi, mais du coup c'est bien de pouvoir rejoindre en fait ces personnes-là et de pouvoir sortir de son groupe affinitaire pour pouvoir rejoindre des questions uniquement politiques et sans que ce soit un tout vivre ensemble en permanence, quoi. Un certain épuisement d'un groupe aussi, dans sa fermeture, quoi. Si c'est un milieu, un vase clos, c'est compliqué de réinsérer de l'énergie quand il n'y en a plus, quoi. Et même du coup pour des personnes qui viennent de l'extérieur, donc dans un gros lieu où il y a la place et tout ça,
parfois, t'as beau faire tous les efforts du monde pour essayer de les accueillir, c'est difficile quand t'es un groupe qui vit ensemble en permanence, quand t'as tes habitudes, quand t'as tes codes entre soi. C'est super dur pour des gens de venir rejoindre et de réussir à s'investir ou à participer à des choses en se sentant légitime de le faire et sans se dire non, moi je suis un peu une personne extérieure, donc j'ai pas... Voilà. Paradoxalement, c'est des lieux qui se veulent ouverts, mais qui ont une grande culture de l'entre-soi. Ouais. Et pourtant, c'est pas l'idée de base, quoi, du tout. Non, mais c'est peut-être dû à ce milieu qui est vraiment plein de codes aussi. Comme tous les milieux, on va dire. Ouais. Après, je pense qu'il y a, nous, ce qui nous concerne, de notre expérience commune tous les deux, il y a le fait que on savait plus ou moins que le lieu, là, il était éphémère, que ça durerait un temps, on savait qu'on n'allait pas y rester des années, et du coup, on y a mis toute notre énergie pendant 6 mois, et voilà, après, sur des lieux qui sont un peu plus pérennes, je pense que tu trouves au fur et à mesure des façons de t'organiser, des façons de te retirer à des moments quand tu as besoin, et tu te sens moins obligé d'être tout le temps là et d'être à fond. Moi, je trouve que c'est aussi des lieux, des espaces qui te permettent d'apprendre sur toi à travers une vie à plusieurs, quoi. Un vivre ensemble tellement exacerbé qu'en fait t'apprends très vite sur toi dans la société, dans cette société-là, et plus largement te placer à la fois politiquement, même personnellement au sein d'un groupe, quoi, sur la prise de parole en réunion, sur ce genre de choses. Ça fait évoluer très vite, quoi, je trouve. Ouais. Il y a cette histoire de membres du PCF qui sont allés à des meetings de Hitler et se sont retrouvés malgré eux à faire le salut nazi, galvanisés par la foule, la fièvre et le discours hypnotique. Il y a cette histoire de l'expérience de Jane Elliott qui divise sa classe en 2, yeux marrons, yeux bleus, et voit en 1 heure les enfants tourner le dos à leurs amitiés, cautionner la ségrégation, fiers d'appartenir à un groupe. Appartenir à un groupe, j'en retire ma force, mais des fois j'ai peur de m'y perdre. Est-ce que je me respecte assez pour me faire respecter? Mais n'est-ce pas ce que je suis venu chercher? Des gens qui me respectent pour que je puisse me respecter. Quand est-ce que je suis moi? Quand est-ce que je suis vraiment moi? Quand est-ce que je suis ce que les autres attendent de moi? Quand est-ce que je crois par moi-même? Quand est-ce que je crois à ce qu'on m'a dit de croire? Quand est-ce que j'agis vraiment pour mes principes? Quand est-ce que j'agis pour avoir un beau rôle, un rôle cool, toujours en santé, toujours partante, entreprenante, travailleuse, toujours à fond, visible, avec une bonne communication et réseautage à mort? Je fais, donc je suis. Et si je fais pas assez, si je suis pas assez, je sais, c'est pas une volonté, c'est le sort qui me rattrape partout où je vais.